la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de la 3e édition du cycle L'art en histoire consacré à la représentation du corps dans l'art, cette séance analyse la représentation de la femme sportive de la fin du 19e au milieu du 20e siècle. Merci beaucoup, merci d'être présent. Donc effectivement, le challenge est un peu gros pour ce soir puisque j'ai 1 heure pour vous parler de la représentation de la sportive dans les lettres, les arts, sur une période assez vaste. J'ai relevé le défi, forcément j'ai fait des choix. Je pense qu'ils sont significatifs, mais je suis à même après de répondre à vos questions puisque forcément mon étude passera certaines œuvres sous silence puisque je ne pouvais pas tout traiter. Comme le souligne Jean-Marc Huitorel dans son essai La beauté du geste, l'avènement du sport au sens strict du terme et l'émergence de la modernité artistique dans les sociétés occidentales sont rigoureusement contemporains. Au corps caché, souffrant et bien peu valorisé au Moyen-Âge, succèdent des académies justifiées par la mythologie, l'histoire ou de façon plus complexe le religieux. Le corps laborieux, le corps ludique, le corps sportif n'apparaîtront massivement qu'à partir du XIXe siècle. À partir de la Belle Époque, Paris est le cœur artistique de l'Europe, en proie à un véritable bouillonnement culturel. L'art et les idées circulent. Au même moment, le sport pénètre dans les grandes villes de l'Hexagone, avant de se diffuser massivement sur l'ensemble du territoire après la Première Guerre mondiale. L'heure est à l'avènement du spectacle sportif, à sa médiatisation, à la reconnaissance du champion et de son pendant féminin, la sportive. À en croire Jean Cassou, les courants artistiques successifs trouvent dès lors dans le sport une nouvelle source d'inspiration. Au même moment, la littérature s'intéresse à ces loisirs émergents, qu'il s'agisse du canotage, de la baignade, de la bicyclette, avant de rendre compte de la réalité des terrains de sport dans leur dimension performative et compétitive. Or, un premier constat s'impose. Dès leurs premiers pas sur les terrains de sport, les sportives ont suscité de nombreux discours. Quant aux artistes et aux écrivains, ils s'en sont emparés pour les représenter, parfois même inventer de nouveaux modèles de féminité. Aussi, l'objectif de la communication sera aujourd'hui d'envisager l'histoire de ces représentations. J'ai opté pour une approche chronologique de la période qui nous intéresse. La tâche n'est pas mince, j'ai donc dû faire des choix. J'ai exploré le fonds Gallica de la BNF pour que vous puissiez vous replonger dans les documents si vous le souhaitiez. Je les ai enrichis en convoquant des apports extérieurs qui me semblaient incontournables ou éclairants. Cette présentation repose sur mes travaux antérieurs. J'ai effectivement soutenu une thèse de doctorat en 2008 sur la littérature à thématique sportive et depuis, je n'ai cessé de me questionner sur la représentation du sport dans les lettres et les arts au XXe siècle. Nous commencerons ainsi à nous intéresser aux figures insolites que voient naître les premières heures du sport dans l'Hexagone à la fin du XIXe. Premier constat, ces premières pratiquantes ne sont pas vraiment des sportives. Elles envisagent les terrains de sport comme de nouveaux lieux de distraction et des espaces originaux de sociabilité. Désignées par l'anglicisme « sportswomen », que l'on traduirait donc par « femmes de sport », elles sont d'abord des aristocrates et envisagent le sport comme un style de vie élégant. Ces femmes de sport pratiquent l'escrime, le golf, le tennis, l'équitation, le patinage, des sports alors réservés à une élite sociale. La pratique devient pour elles une occasion d'afficher de façon ostentatoire leur situation sociale. Hippodromes et tennis clubs sont des vitrines d'une société en exposition. L'histoire du tennis est en ce sens révélatrice. Les premiers cours implantés dans l'Hexagone sont le fait d'initiatives privées. Installés dans des hôtels huppés de stations balnéaires à la mode, ils avaient pour but d'attirer les touristes issus de l'élite sociale et les riches Anglais en villégiature. Or, ces sportswomen sont remarquées très tôt par la littérature. Le baron de Vaux, dans son ouvrage « Les femmes de sport » de 1885, s'emploie à cataloguer les plus célèbres d'entre elles, dont il livre des portraits détaillés. En introduction de sa série de portraits, il constate l'évolution des mœurs et des modes. Je cite « Sous l'influence des mœurs anglaises, depuis un quart de siècle, en France, les conditions d'existence de la femme subissent d'importantes modifications et le sport, avec tous les développements qu'il comporte, fait partie intégrante de la vie de nos mondaines.
Autrefois, la danse et par exception l'équitation constituaient les seuls exercices du corps inscrits au programme de l'éducation féminine. Il n'était même pas bon ton pour une femme de se livrer à la pratique du sport. La marquise d'Aylesbury, conduisant elle-même son duck aux Champs-Élysées, révolutionnait les passants, et le pistolet de la duchesse de Montpensier, faisant son carton aux côtés de son mari, effarait la sainte reine Marie-Amélie et les dames de la cour de Louis-Philippe. Aujourd'hui, que tout cela ait changé. La gymnastique et tout ce qui se rattache au sport aquatique ou terrestre a droit d'entrer dans les maisons les plus sévères. Les courses, les concours hippiques ont développé pour la femme le goût du cheval. La dernière guerre l'a accoutumée à l'odeur de la poudre, tant et si bien qu'elle fait à présent le coup de fusil contre les lièvres et les lapins à rendre des cartouches aux hommes. Enfin, l'extension croissante de l'art de l'escrime, sa présence aux assauts d'armes, lui a donné à son tour l'envie de manier le fleuret. Dans les portraits qu'il brosse de la baronne de Rothschild ou de la vicomtesse de Gilly, pour ne citer que quelques exemples, le baron de Vaux insiste sur la dimension exceptionnelle de ces femmes de sport. Très tôt, Émile Zola et Maurice Leblanc livrent quant à eux de belles pages sur le pouvoir émancipateur de la bicyclette. Leurs personnages pratiquent en dilettante, mais ils pressentent déjà tout ce que le sport, le mouvement, le grand air peut amener de liberté dans la vie des femmes. Le titre du roman de Maurice Leblanc est en ce sens révélateur. « Voici des ailes ». Publié en 1898, le roman met en scène deux couples de cyclistes qui expérimentent une nouvelle liberté que semble impulser la bicyclette. Quant à Zola, il fait dire à un de ses personnages féminins dans son roman Paris, je cite, « Et si l'émancipation de la femme passait par la bicyclette ?» Questionnant l'éducation des jeunes filles, le personnage féminin s'explique. Je cite à nouveau. « Mettez-en une toute jeune sur une bicyclette et lâchez-la moi sur les routes. Il faudra bien qu'elle ouvre les yeux pour voir et éviter le caillou, pour tourner à propos et dans le bon sens quand un coup se présentera. Une voiture arrive au galop, un danger quelconque se déclare et tout de suite, il faut qu'elle se décide, qu'elle donne son coup de guidon d'une main ferme et sage. Si elle ne veut pas y laisser un membre. En somme, n'y a-t-il pas là un continuel apprentissage de la volonté, une admirable leçon de conduite et de défense ? Paris, troisième volet du cycle romanesque des Trois villes d'Émile Zola, est publié en feuilleton dans le journal entre octobre 1897 et février 1898, avant d'être réédité en volume la même année. En peinture, avec sa toile « Le chalet du cycle au bois de Boulogne », Jean Béraud témoigne d'une utilisation mondaine de la vélocipédie. Le lieu est connu pour être le rendez-vous de Paris, du tout Paris mondain de la Belle Époque. Si les femmes ont adopté la jupe-culotte, ce qu'on peut voir assez facilement donc au premier plan et au centre, les tenues sont sportives et raffinées. La bicyclette est encore une pratique de classe. De même, René Péan, élève de Jules Chéret, lorsqu'il dessine l'affiche pour promouvoir le lieu en 1899, souligne la dimension élitiste de la clientèle. Bicyclettes et automobiles sont à l'honneur. Or, il s'agit de pratiques coûteuses qui affichent un statut social. On retrouve aussi les premières femmes cyclistes immortalisées par le regard de Jules Beau, à l'exemple de Madame Féval, de Georgette ou Pauline, clichés donc qui ont été trouvés dans le fonds Gallica. Jules Beau, un des premiers photographes reporters sportifs, collabore à La vie au grand air. Avec des moyens techniques encore sommaires, il court les routes pour couvrir les rallyes automobiles, fréquente les vélodromes et les champs de course. Comme le souligne Jean-Claude Gontran, entre 1894 et 1913, je cite, « Rien ne lui échappe. Natation, athlétisme, boxe, lutte, pétanque, hippisme. Nous rajouterions automobile, motocyclette et cyclisme. » Si son œil est surtout accaparé par les sportifs, il livre tout de même quelques beaux portraits de femmes cyclistes. La bicyclette étant à la mode, il est d'ailleurs de bon ton à l'époque de se faire tirer le portrait sur un vélo. Alors que la bicyclette se démocratise peu à peu, les élites sociales en quête de distinction se tournent vers l'automobile, qui, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ne reste accessible qu'aux plus fortunés. La duchesse d'Uzès semble ouvrir la voie. Elle est la première lauréate du certificat de capacité féminin, ancêtre du permis de conduire. Et elle est rapidement rejointe par des aristocrates.
Ces nouvelles Amazones inspirent certains peintres, comme Julius Leblanc-Stewart. Surnommé le Parisien de Philadelphie, le peintre, qui expose au Salon à partir de 1878, est connu pour ses portraits de la société mondaine de la Belle Époque. L'été, l'aristocratie joue au lawn tennis, dans des clubs fermés ou sur des cours privés. Avec le cercle de l'île Puteaux, vers 1907, Henri Gervex s'attache à dépeindre la société élitiste qui fréquente ce club de tennis fondé en 1873. Le peintre rend compte du mode de sociabilité élitiste du cercle, plus que du jeu de tennis lui-même, puisque je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, mais le court de tennis se situe simplement en arrière-plan. À nouveau, les tenues des personnages féminins, au premier plan, affichent la classe sociale des membres du club. Cours de tennis, skating rink et patinoire fleurissent dans les grandes villes et les lieux de villégiature, pour lesquels ils deviennent des arguments promotionnels. Une piste de patinage à roulettes est inaugurée au Cirque des Champs-Élysées en 1875, puis au Faubourg Saint-Honoré. Un article du Monde Illustré, daté de juillet 1876, s'attarde sur cette nouvelle mode. Je cite, « Les rinks », alors c'était les pistes de patinage à roulettes, abondent à toutes les extrémités de Paris, et l'on s'y ébat à qui mieux mieux. Le skating club, seul, est au centre de la capitale. Il ne suffit pas de payer pour passer le portique pittoresque. Il faut, pour les lundis, mercredis et vendredis, avoir une carte personnelle que délivre le comité à toute personne honorable. Grâce aux progrès techniques qui rendent possible la production de glace artificielle, la capitale française se dote également de patinoires. D'abord avec le pôle Nord, rue de Clichy, en 1892, puis le palais de glace des Champs-Élysées, ouvert en 1893. Dès lors, la patineuse devient un motif récurrent des affiches qui font la promotion de ces nouveaux espaces de loisirs sportifs, à l'exemple des affiches de Ripart et de José Roy. D'ailleurs, en matière de publicité, l'image de la femme est très souvent employée dans l'iconographie pour faire la promotion des nouveautés sportives. En plein essor à la Belle Époque et bénéficiant des importants progrès de la chromolithographie, l'affiche s'expose et se placarde pour faire notamment la promotion des nouveaux produits de l'industrie du cycle, de l'automobile ou du tourisme naissant. Elle donne d'abord une place importante au texte et repose souvent sur une mosaïque de scénettes. Langage populaire, aux couleurs et aux dimensions qui ont un fort impact visuel, elle transforme la rue en galerie d'art du peuple, pour reprendre l'expression de John Barnicot. L'œuvre de Jules Chéret est présentée dans le cadre de l'exposition universelle de 1889, consacrant l'affiche comme un nouveau moyen d'expression artistique. En 1896, le Cirque de Reims met le genre à l'honneur avec une exposition d'affiches artistiques, alors que le premier numéro du périodique Les Maîtres de l'affiche paraît dès 1895. Les peintres s'intéressent à ce nouveau support, acceptant de plier leur talent aux exigences de la publicité. Alphonse Mouchat fait jouer ses pinceaux pour les cycles Perfecta et Waverley. C'est en 1897 et 1898. Bonnard dessine pour les cycles Papillon en 1890. Théophile Alexandre Stenlen assure la publicité des motocycles Comio. Et Misty signe une affiche pour les cycles Gladiator en 1902. Jules Chéret, surnommé le Watteau des rues par Manet, est de son côté l'auteur en 1891 d'une publicité pour l'étendard français. Il s'agit d'un atelier parisien de construction mécanique de bicyclettes et de tricycles. En 1901, il produit une affiche pour faire la promotion des cycles Cleveland avant de s'intéresser à l'automobile. À en croire Jean-Paul Laplagne, dans les années 1890, plus de la moitié de la production lithographique est consacrée à la bicyclette. Or, une constante est à noter. L'affiche d'Art Nouveau joue de l'image de la femme pour faire vendre bicyclettes et vélocipèdes. Jean-Paul Laplagne note une série de constantes dans les affiches de la période. D'abord, le recours à un cadre ornemental avec une végétation exubérante. Ensuite, l'utilisation fréquente du personnage de la déesse ailée, volante ou drapée. La mise en scène aussi de la chevelure déployée, souvent flamboyante, du personnage féminin. Et enfin, l'envolée de la robe.
Ce personnage féminin est rarement sportif. Parfois dénudé, il devient allégorie de la vitesse et du progrès. L'heure est aussi au développement du tourisme. En 1890, naît le Touring Club de France. Michelin publie le premier guide rouge en 1900 et commercialise ses cartes routières à partir de 1905. L'activité touristique naissante se structure avec la création des syndicats d'initiative et leur regroupement dès 1903 en un service central. Les trains de plaisir en vogue sous le Second Empire connaissent un nouvel essor à partir des années 1880 grâce à l'ouverture de la 3e classe. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec des productions au caractère esthétique prononcé, les grands affichistes vont ainsi vanter les mérites des stations balnéaires ou de sports d'hiver dans un style art nouveau où s'exacerbent les symboles végétaux et féminins. En 1896, Ferdinand Lunel, élève de Jean-Léon Gérôme et ami d'Auguste Renoir, vante les mérites d'Étretat, à seulement 4 heures de la capitale, grâce au chemin de fer de l'Ouest. En arrière-plan, on distingue les falaises, la mer, mais au premier plan, on repère une cycliste qui va poser sur sa monture, regard tourné vers l'horizon et raquette à la main, et elle semble suggérer la richesse des infrastructures sportives disponibles dans la station balnéaire. Henri Privat-Livemont célèbre cette même compagnie ferroviaire qui permet de relier Paris à Cabourg en 5 heures. Si le casino se devine en arrière-plan, le premier plan est occupé par une baigneuse, plus que nageuse d'ailleurs, qu'entoure d'intrépides nageurs qui, eux, vont vraisemblablement là où il n'y a plus de pied. Très clairement, il y a ici une érotisation du personnage par la transparence de son vêtement. Concernant la promotion de la station balnéaire d'Arcachon, Christophe Bouneau constate que les affiches de la Belle Époque livrent des représentations diversifiées mais stéréotypées. L'essentiel de l'argument promotionnel réside toujours dans la litanie égrenée des installations, distractions et attractions, à la fois culturelles, mondaines, mais aussi sportives. L'image attrayante de la femme équipée d'objets sportifs, qu'il s'agisse de raquettes, de clubs de golf, de bicyclettes, vient souligner le dynamisme du lieu de villégiature. C'est un lieu qui offre les distractions à la mode. Fin 19e, les pratiques sportives se diffusent peu à peu dans la société et intègrent donc les distractions de la société bourgeoise. La mode des bains de mer, par exemple, conduit le tout Paris sur les plages normandes, et le goût pour le canotage porte la bourgeoisie de la capitale sur les bords de la Seine où fleurissent les guinguettes. Le sport rime aussi avec les mœurs légères, et Guy de Maupassant se fait un témoin privilégié de ces nouvelles distractions. En effet, les milieux que dépeint Maupassant sont assez éloignés des pratiques distinctives que nous venons de voir. L'auteur nous conduit dans les guinguettes, les établissements de bain qui les jouxtent, fréquentés par une faune interlope où les baigneuses exposent une sensualité racoleuse. La Grenouillère, célèbre guinguette de Croissy, avec son établissement de bain, a déjà été peinte par Monet et Renoir en 1869 pour les 2 toiles. Elle est aussi au corps donc de plusieurs nouvelles de Maupassant, dont La femme de Paul, publiée en 1881, et Yvette en 1884. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un extrait. Donc, c'est un extrait de La femme de Paul. C'est, avec raison, nommé la Grenouillère. À côté du radeau couvert où l'on boit, on se baigne. Celles des femmes dont les rondeurs sont suffisantes viennent là montrer à nu leur étalage et faire le client. Les autres, dédaigneuses, bien qu'amplifiées par le coton, étayées de ressorts, redressées par-ci, modifiées par-là, regardent d'un air méprisant barboter leur sœur. Dans la nouvelle Yvette, la guinguette est d'ailleurs décrite comme, je cite, « un endroit où les honnêtes femmes ne peuvent pas aller ». Yvette nageait avec bonheur, avec ivresse, toute caressée par l'onde, frémissant d'un plaisir sensuel, soulevée à chaque brasse, comme si elle allait s'élancer hors du fleuve. Servini, le personnage masculin, la suivait avec peine, essoufflé, mécontent de se sentir médiocre. Mais elle ralentit son allure, puis, se tournant brusquement, elle fit la planche, les bras croisés, les yeux ouverts dans le bleu du ciel. Il regardait, allongé ainsi à la surface de la rivière, la ligne onduleuse de son corps, les seins fermes, collés contre l'étoffe légère,
montrant leur forme ronde et leur sommet saillant, le ventre doucement soulevé, la cuisse un peu noyée, le mollet nu, miroitant à travers l'eau et le pied mignon qui émergeait. Ici, clairement, le potentiel érotique de la nage est investi par le personnage dans une optique de séduction. Quoi qu'il en soit, en cette fin de 19e et en ce 20e siècle naissant, pour reprendre le cri de Marcel Berger lancé dans l'Auto en 1904, les Françaises ne sont pas encore sportives. Je cite, « Et si encore en ces modestes ébats, vous étiez sérieuse. Mais non, on compte les convaincus, les passionnés qui ne quittent point le terrain de tennis dès qu'il tombe quelques gouttes de pluie ou dès que le soleil devient chaud. Vous interromperiez une partie pour moins que rien, pour un autre plaisir, pour rire. Car vous riez, malheureuse, vous riez même dans les circonstances les plus tragiques, durant le plus sombre match. À moins que vous ne vous trouviez mal, ce qui n'est pas moins lamentable. » Si Marcel Boulanger se veut cinglant, il n'en est pas moins vrai qu'il faut attendre la Première Guerre mondiale pour que le sport au féminin rime avec entraînement, recherche de performance et première compétition. Effectivement, la conquête du sport par les femmes se fait à partir de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle ces dernières s'organisent en clubs, puis en fédérations, notamment sous l'impulsion d'Alice Millat. C'est un nom qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, Alice Millat. La Fédération des sociétés féminines sportives de France voit le jour en 1917. Alice Millat y assure d'abord les fonctions de trésorière, avant d'en devenir la présidente en 1919. Dès lors, elle mène un véritable combat pour le développement du sport féminin en France et pour l'introduction des épreuves féminines au sein des Jeux Olympiques. En effet, si ces derniers comptent assez tôt des sportives en démonstration, pour la natation, le tennis et le patinage, ils restent fermés à l'athlétisme féminin. Rappelons que selon Pierre de Coubertin, une Olympiade féminine serait, je cite, impratique, inintéressante, inesthétique. Il préfère laisser aux femmes l'honneur, je cite à nouveau, de couronner les champions. Alice Millat contourne les interdits. Une Olympiade féminine, premier meeting international d'athlétisme, d'éducation physique féminine et de sport féminin, est organisée en mars 1921 à Monte-Carlo. Suite au succès de cette première réunion, Alice Millat est à l'origine de la fondation de la Fédération sportive féminine internationale, dont elle assure la présidence. Sur le modèle des Jeux Olympiques, des Jeux mondiaux féminins sont ensuite organisés à Paris, au Stade Pershing, en 1922. 300 femmes de 5 pays y participent. L'expérience est rééditée en 1926, où des Jeux sont organisés à Göteborg. En 1930, à Prague, puis en 1934, à Londres. Finalement, en 1928, les Jeux Olympiques s'ouvrent à l'athlétisme féminin, mais à titre d'essai. Ainsi, du saut en hauteur, du lancer de disque, du 100 mètres, du relais 4 x 100 mètres et du 800 mètres. Ne pouvant réfréner le mouvement de développement du sport féminin, les instances sportives, qui sont alors dirigées par les hommes, tentent de le contrôler. À l'avènement de la sportive répond alors une multiplication de textes et de discours. Il s'agit essentiellement de voix d'hommes qui tentent, dans le meilleur des cas, de croquer un monde en mutation, sinon de juguler un mouvement qu'ils peinent à contrôler. La littérature s'empare de la modernité de ce nouveau personnage. Peintres et sculpteurs s'intéressent aussi au sport. Pour mieux saisir les portraits que les artistes brossent des sportives, il nous semble important de revenir sur la prégnance de certains discours, qu'ils soient médicaux, moralistes, puisque ceux-ci vont influencer l'univers de représentation du sport au féminin. En effet, un réseau d'intertextualité se dessine autour des œuvres sportives, délimitant leur univers de lisibilité. Tout en restant une écriture autonome, le texte littéraire qui évoque la sportive fait venir d'autres discours. Il convoque un autre univers discursif, un intertexte produit par les pédagogues, les médecins, les politiques qui s'intéressent au sport. Les œuvres de fiction sont ainsi à comprendre dans un plus large mouvement de réflexion sur le sport et sur la pratique physique féminine. Il en est de même pour les images qui représentent les sportives. Elles sont façonnées avec une certaine perméabilité par rapport à l'univers culturel qui les voit naître. Ainsi, les manuels de savoir-vivre s'emparent rapidement du phénomène sportif et s'emploient à dicter la bonne conduite aux sportives. En effet,
Selon Dominique Picard, réduits à leur forme essentielle, les traités de savoir-vivre peuvent être ramenés à un ensemble de prescriptions, ce qu'il faut faire, et de proscriptions, ce qu'il convient d'éviter. Ils imposent des postures, des attitudes, des normes langagières, corporelles et comportementales à ceux qui les lisent. Les manuels de savoir-vivre entendent réguler ces pratiques. Ils fixent notamment ce qui est autorisé aux jeunes filles et aux femmes sur le terrain de sport et ils vont édicter d'interminables listes d'interdictions. Dans ce registre, la pratique féminine de la natation et du cyclisme soulève de nombreux commentaires dénonçant la mise à mal de la décence et de l'élégance. Si les manuels et autres traités du genre sont abondants, les conseils sont souvent redondants. J'ai dû étudier une cinquantaine de traités de savoir-vivre sur la période et finalement, ils se répètent énormément et face à l'évolution sociétale, je pense notamment au maillot de bain, ils s'adaptent puisque finalement, voilà, on abandonne le costume de bain pour le maillot de bain et donc ils vont devoir s'adapter, mais en suivant finalement le courant. Les manuels de savoir-vivre connaissent leur âge d'or au XIXe siècle. Ils sont parfois de véritables best-sellers, réédités pendant plus de 50 ans. Au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, ils sont écrits par des auteurs au profil sociologique particulier. Attachés aux valeurs catholiques, ces derniers appartiennent ou font mine d'appartenir aux classes sociales dominantes. Ils mentionnent souvent de façon ostensible leur titre de noblesse pour assurer la crédibilité de leurs propos. Quand ils n'en ont pas, ils s'en inventent un, à l'exemple de la baronne Staff. L'essentiel du lectorat est quant à lui issu des classes moyennes, constituées d'individus en quête d'ascension sociale. En effet, le discours des traités de savoir-vivre vise plutôt un lecteur qui n'est pas entièrement familier avec ses principes et ses règles. Ce que l'éducation ne lui a pas transmis, il cherche à l'acquérir par les livres. Pour autant, rien ne nous permet de confirmer que les recommandations dispensées dans ces ouvrages ont une influence directe sur les conduites effectives. La baronne Staff, justement, dans un texte de 1896, considère qu'il est regrettable de voir la femme s'adonner aux sports violents qui lui font délaisser l'intérieur et de prescrire une liste de sports convenables à condition qu'ils soient pratiqués avec mesure. Je cite « On peut accorder l'équitation à la femme sans crainte de la voir se viriliser. » À la condition, bien entendu, qu'elle ne se prenne pas de cette passion hippique toute moderne qui entraîne de si grands abus. La peur du muscle est clairement énoncée. Avec le développement de la masse musculaire, on craint une transformation de la silhouette des femmes, avec un danger ultime en point de mire, vous l'avez entendu, sa virilisation. Le mot est lâché. Le souci de grâce et d'élégance guide le choix des pratiques tolérées, plus que conseillées d'ailleurs. Surtout, les recommandations s'emploient à maintenir le sexe dit faible à sa place. Les conseils persistent jusque dans l'entre-deux-guerres, sous la plume de l'abbé Grimaud, dans un manuel destiné aux mères et aux jeunes filles, dont le titre à lui seul expose tout le projet qu'il a pour les femmes, puisque son titre c'est « Future épouse ». Face au développement de l'athlétisme féminin, le ton n'en est que plus véhément. Je cite « Par une pente toute naturelle, quiconque néglige l'esprit en vient à exalter le corps. L'une des manifestations les plus modernes du culte de la chair, véritable relent de paganisme, c'est l'athlétisme féminin. Or, la femme athlète est une erreur. Finalement, la femme, en adoptant une pratique sportive, met à mal sa famille et par là même l'ensemble de la structure sociale. Je cite à nouveau. À quel moment s'exerce-t-on ? Le soir ? Après la journée faite ? Le souper à peine achevé ? On court au préau pour l'entraînement ? On en sort à 10, 11 heures. Et l'on rentre chez soi harassé. Quels loisirs resteront pour vaquer aux soins du ménage ? Adieu cuisine, couture, repassage, rangement. Adieu vie familiale. Des voix critiques s'élèvent donc pour tenter de limiter la pratique physique des femmes. On les incite ainsi à se tourner vers l'éducation physique à une période où les méthodes se multiplient.
La méthode naturelle, la gymnastique suédoise, la culture physique ou la gymnastique en chambre s'adaptent aux pratiquantes. Les concepteurs de méthodes d'éducation physique semblent d'ailleurs unanimes quant au but de l'éducation physique féminine. Si la femme doit s'exercer, c'est dans le but d'accomplir sa mission suprême, vous l'avez deviné, la maternité. Si certains ne leur interdisent pas strictement la pratique sportive, ils considèrent tout au moins que le sport ne peut être enseigné qu'après une longue période d'éducation physique, comme une méthode préparatoire, comme finalement l'apprentissage de l'alphabet quand on veut apprendre à lire. D'autre part, les ouvrages médicaux qui commentent et normalisent la pratique des femmes abondent, comme si la science tentait d'opérer une mise sous tutelle du corps de la sportive. En prenant voix au débat, les médecins assurent un socle scientifique à l'argumentaire. La nécessité d'une adaptation des pratiques semble alors devenir indiscutable. Ainsi, Philippe Tissier, qui présente une thèse de doctorat de médecine en 1887, apparaît rapidement comme un spécialiste des études sur la fatigue. Dans Hygiène du vélocipédiste, publié en 1888, il met en garde contre les méfaits de la pratique féminine de la bicyclette. Je cite : « Parlerai-je maintenant des accidents que le vélocipède peut provoquer sur les organes génitaux de la femme ? Outre que je ne me fais pas une image bien nette de sa position sur une sellette, la nature ne l'ayant pas faite pour ce genre de sport, j'estime que cette charmante et délicate moitié du genre humain a mieux à faire que de nous imiter. » Sous-entendant le plaisir onaniste, le médecin avance un argumentaire pseudo-scientifique pour interdire la bicyclette à la femme. La théorie du fameux utérus baladeur, dont les mouvements provoqués par un excès d'activité physique seraient à l'origine de nombreux troubles. Quand la femme est autorisée à la pratique physique, il s'agit donc essentiellement dans le discours médical d'une pratique d'éducation physique mesurée. Le souci du corps féminin est alors motivé par l'eugénisme. Des exemples dans ce sens pourraient être multipliés. Contentons-nous de citer Edmond Desbonnets en 1901, je cite : « La mission de la femme étant en effet la maternité, il faut par tous les moyens possibles arriver à lui procurer la force nécessaire à l'accomplissement de cette mission, grandiose entre toutes. Plus la femme sera forte, énergique et développée, mieux elle sera en état de remplir les sublimes fonctions auxquelles la nature l'a destinée. » L'argumentaire connaît une persistance et encore repris par Philippe Tissier en 1913. Je cite : « Les femmes fortes font les peuples forts. L'homme ne vaut que par le foyer avec la mère, l'épouse ou la sœur. Le rôle social de la femme grandit de jour en jour. Il faut éduquer la femme. L'éducation physique est la première éducation à lui donner, en vue de la constitution de solides moteurs humains par de meilleures gestations et de plus saines et plus fécondes maternités. » Les représentations des sportives se construisent donc dans cet entrelacement de discours dont elles gardent parfois la trace. Les envisager dans leur diversité permet de donner des clés de compréhension. Dans l'entre-deux-guerres, la littérature à thématique sportive connaît un véritable essor. Le contexte est favorable. Décrire le monde en mutation est un enjeu à la fois littéraire et artistique. En accueillant les Jeux de 1924, Paris fait entrer les artistes dans les stades. Certains, en chroniqueurs attentifs, en offriront une transcription poétique et littéraire novatrice. Je pense notamment à André Aubé avec l'orgue du stade, ou encore à Géo Charles, qui va produire un poème par épreuve des Jeux de 1924. Les initiatives se multiplient pour assurer la promotion de cette littérature à thématique sportive. Des écrivains, des artistes se réunissent en associations sportives. Pour ne citer que quelques exemples, le Plume Palette Club, né en 1919, autour de Marcel Berger. En 1922, l'association Lettres, Arts et Sport voit le jour, présidée par Jean Richepin. Enfin, en 1931, c'est la naissance de l'Association des écrivains sportifs, présidée par Tristan Bernard. Cette association est toujours existante. Certains auteurs justifient leur intérêt pour le sport par l'expérience même de la guerre. Ayant connu les souffrances physiques dans les tranchées, ils font le choix, au sortir de la guerre, d'expérimenter une joie de vivre toute physique qui passe par l'exercice du corps. Parmi eux, on compte Tristan Bernard, Maurice Genevoix, Pierre Macorlan, Henri Chabrol, Henri Decoing, Jean Paillard, Maurice Leblanc, Paul Morand,
Henri de Monterland, et la liste est longue. Profitant de cet engouement, des maisons d'édition dédient des collections spécifiques aux romans sportifs. La littérature populaire y voit notamment l'occasion de moderniser ses intrigues. Le terrain de sport devient un nouvel espace d'investissement littéraire, avec sa dramaturgie propre, ses espaces, ses champions et ses sportives. Au même moment, plusieurs concours mettent à l'honneur le sport dans la littérature et les arts. Ainsi, dès 1928, je ne résiste pas au plaisir de vous en parler puisque personne n'est pas bien connu ce concours. Donc dès 1928, la Fédération française de football organise un concours littéraire présidé par Jean Giraudoux. Ce concours bénéficie d'une importante campagne de presse et mobilise tous les ans entre 300 et 550 plumes. Cette initiative est suivie par l'Aéroclub de France, qui crée son Grand Prix littéraire en 1936, puis par l'Association des écrivains sportifs, qui décerne son Grand Prix de littérature dès 1942. Rappelons d'ailleurs que les Jeux Olympiques comptent depuis 1912 des concours d'art en littérature, architecture, peinture, musique et sculpture. En 1924, la médaille de vermeil est remportée par Géo Charles pour une pièce en plein air qui s'intitule Jeux Olympiques. Pour la petite histoire, il a devancé Henri de Monterland qui avait proposé les Olympiques puisque Monterland a été disqualifié. Le règlement stipulait que l'œuvre ne devait pas être publiée et Monterland a publié les Olympiques quelques mois avant les Jeux Olympiques. En peinture aussi, on a des prix. Le premier prix est décerné à Jean Jacobi pour 3 tableaux, corner, départ et rugby. Si le sport entre dans les arts, les nouveaux modèles de féminité retiennent au même moment l'attention des écrivains et des peintres. Dans la France des années folles, une vague d'émancipation et de liberté séduit la jeunesse, bousculant les codes en vigueur et les normes esthétiques. L'avènement de la garçonne chahute les modèles traditionnels de féminité. Le livre de Victor Marguerite, publié en 1922 et intitulé La garçonne, connaît un immense succès, 1 million d'exemplaires vendus en 1929. Il s'accompagne également d'un énorme scandale. Comme le rappelle Christine Barr, le livre est mis à l'index par le Vatican. Son auteur est radié de la Légion d'honneur. Il se trouve exclu de son poste de vice-président de la Société des gens de lettres. Quant aux critiques, elles abondent tant dans la presse française que dans la presse étrangère. Monique L'Herbier, cette fameuse garçonne, elle est perçue comme un type moderne de la jeune fille française. Côté mode, Paul Poiret et Madeleine Vionnet ont supprimé le corset à partir de 1906 dans leur création. Les jupes se raccourcissent et les tenues féminines sont pensées pour des femmes actives, à l'exemple des collections proposées par Coco Chanel. La mode aux cheveux courts prend le nom de coupe à la garçonne. L'impératif de minceur affine les silhouettes féminines. La mode du bronzage et du sport modèle les corps. Les affichistes se saisissent de cette nouvelle esthétique pour faire la promotion de stations balnéaires ou thermales, alors dans le vent. Les sports d'hiver se développent. N'oublions pas que les Jeux Olympiques d'hiver ont lieu pour la première fois en 1924 à Chamonix. Pour faire la promotion des stations, les publicistes utilisent ce même personnage féminin, dont la silhouette filiforme souligne le dynamisme en accord avec l'esthétique dominante. Je vous propose une petite sélection que j'ai prise sur Gallica. Donc en bonne auvergnate, forcément, j'ai mis Vichy. Et ces sources où on a effectivement cette figure très longiligne avec la jupe plus courte, la coupe à la garçonne, le chapeau assez typique de l'époque. Alors là, à nouveau, un exemple de golfeuse où on retrouve les mêmes attributs. Et enfin, une affiche pour les sports d'hiver. Et cette affiche m'a fait penser à une œuvre, je pense que vous connaissez tous, qui est la toile de Tamara Lempicka Saint-Moritz, qui date de 1929. Il s'agit d'une huile sur bois qui, dans un style art et déco, fait le portrait d'une femme en pull à col roulé, rouge, avec un petit peu de blanc. Le vêtement ici est fonctionnel, près du corps. Les cheveux noirs sont coiffés justement à la garçonne. Il s'agit d'une sportive et non simplement d'une touriste en villégiature. Le personnage est appuyé sur un bâton, vraisemblablement un bâton de ski, avec, en arrière-fond, les pentes neigeuses. Pour Paul Morand, à partir de 1920, je cite, « Une heure des plus étonnantes de l'histoire du monde passait devant nous. Il fallait la saisir, la photographier.
Si le sportif attire davantage l'attention des romanciers que la sportive, il n'en reste pas moins que la dimension subversive de cette dernière relève d'un potentiel romanesque. Elle devient de plus en plus présente dans les romans populaires pendant l'entre-deux-guerres, au moment de son avènement social. Sa pénétration dans la littérature semble être préparée par une évolution du roman populaire qui date de la Belle Époque, évolution qui va laisser une plus grande autonomie actentielle aux personnages féminins. Dès l'entre-deux-guerres, l'héroïne des romans populaires, moderne et parfois intrépide, rompt avec le personnage de la femme victime. La guerre de 14 provoquant l'essor d'une héroïne émancipée. La femme devient espionne, aviatrice, parfois sportive. Pour autant, cet élan émancipatoire n'est pas si radical. Et dès la fin de la Première Guerre mondiale, la droite maintient sa position conservatrice, se montre naturellement attachée à l'ordre établi, vante les vertus de l'éternel féminin et la mission maternelle de la femme. Tout un pan de la société rejette donc ces nouvelles féminités, émancipées et libérées. Ce mouvement à rebours trouvera une traduction dans les représentations artistiques et littéraires de la sportive. Pour reprendre les termes de Mireille Kallgruber, si une partie de la littérature conserve les codes traditionnels de genre, une autre, pyrogène, tente de mettre le feu aux convenances, de chahuter l'ordre établi, de produire des portraits de championnes pour le moins surprenants. Nous étudierons successivement ces deux veines, mais elles demeurent concomitantes. Simplement, comme vous pouvez vous en douter, la veine traditionnaliste trouvera un nouvel essor sous Vichy. Dans la veine pyrogène, qui produit donc des figures modernes de femmes, nous retrouvons un auteur que l'on ne s'attend pourtant pas à trouver, et je pense à Henri de Monterland. Peut-être que certains d'entre vous ont lu la série des jeunes filles. On ne le trouve pas particulièrement sympathique avec ces personnages féminins. Pour autant, il se passionne pour les figures de sportives. Il révolutionne la façon de décrire les corps féminins en s'attardant sur les muscles, qu'il nomme par un vocabulaire anatomique, étrangement doté d'une charge poétique. Je vous cite un extrait du Songe, je l'aime tellement que je vous l'ai mis sur le PowerPoint pour que vous l'ayez sous les yeux. Ce roman date de 1922, il a été publié avant les Olympiques. Donc le elle, c'est le personnage de Dominique qui est la protagoniste du roman. Chaque muscle qu'elle se représentait, elle le nommait par son nom, lui imaginait un petit dieu pour lui seul, comme les dieux des menus objets dans l'ancienne Rome. Elle nommait les débordements, elle nommait les recouvrements, le fascialata comme un grand courant magnifique, ce grand fascialata étendu de toute sa face externe de la cuisse, depuis la hanche jusqu'au-delà du genou. Le couturier, jeté de part en part, promontoire solitaire et superbe. Les fibres des corps charnus, apparentes çà et là, comme si par place la peau était délicatement usée. Les digitations du dentelé, chacune au-dessus de celle d'une côte, telle qu'une marche au-dessus d'une marche. Le profond coraco huméral, invisible, très secret, mais qui jaillit à travers les selles, comme une corde, si le bras est levé. Et au-dessus de ce bras levé, à l'insertion du deltoïde sur l'épaule, ce tumulte admirable, ce grand creux démonté, pareil aux entonnoirs de la mer. L'écriture, vous en conviendrez, est très loin des portraits littéraires traditionnels des personnages féminins. Le corps est scruté avec ses particularités anatomiques et musculaires. L'écriture recourt à des images sensuelles, attentives aux perceptions sensitives et kinesthésiques. Dans cette attention portée par la littérature au corps des sportives, nous pourrions citer les œuvres de Paul Morand, d'Henri Chabrol ou encore d'Henri Bordeaux. Je m'arrêterai sur un texte de Gilbert Proutot qui date de 1951 et qui s'intitule « Saison blanche ». Ce roman est salué par la critique. Pour Frison Roche, c'est le premier grand roman sur le ski. Le personnage principal, Laurence, est championne du monde de ski. L'écriture accorde au personnage compétences techniques et performances. Le plaisir du corps se conjugue avec la liberté. Je cite un extrait donc de ce roman dans lequel la skieuse s'exprime dans un long monologue. Le ski, tu ne peux pas savoir. La course, la nage, le cheval multiplient par 100 chaque sensation. J'ai goûté à l'auto, à l'avion. Plaisir bâtard, c'est une machine qui fonce ou qui vole pour toi, tandis que nous,
C'est ton propre corps qui provoque ton plaisir, qui le contrôle et qui l'accélère, comme en amour, mais là, seul et libre. Tu comprends ? Libre. Quand je cours ou quand je saute sur un stade, je suis toujours traqué, entravé par des soucis de style ou de souffle. Et on retombe à chaque foulée. À cheval ou en voiture, je suis tributaire de ce qui me transporte. Mais là, imagine toutes les joies du geste parfait, la griserie qu'on éprouve, enfant, à faire des glissades sur un lac gelé, l'élan qui te fait bondir lorsque t'abordes un grand bonheur, et ajoute-y cette douceur frénétique de la pente, ces vertiges savants des virages, ce défilé d'arbres et de montagnes, et les caresses du vent, et la neige amicale et douce à ton visage, et prête à recueillir tes chutes. Et ajoute-y surtout le mystère animal et divin qui anime nos descentes et la vitesse qui purifie chaque battement de cœur. Ajoute-y encore tout ce que je ressens sans pouvoir te l'exprimer. Clairement, ici, on a l'expression d'un plaisir à la fois animal et extrêmement sensuel dans le plaisir sportif. Parfois aussi, les romanciers se moquent des prétentions féminines en matière de sport, à l'exemple de Robert Dieudonné. Ce dernier, par exemple, trouve ridicule que les nageuses prétendent traverser la Manche. On est en 1924, il faudra attendre 1926 pour que Gertrude Ederle, que je vous ai mise en photo, réalise la traversée, battant d'ailleurs du même coup le record masculin de près de 2 heures. Je cite donc Robert Dieudonné qui se moque allègrement dans son roman Le Pur Sang. Adolphe Tricard connaissait la vie et savait traiter les affaires. Placier en liqueur, il avait passé la meilleure partie de sa vie dans les cafés et devant les comptoirs, jusqu'au jour où, voyant en sa fille une nageuse hors pair, il avait résolu de tirer un revenu des qualités sportives de Zizi. Depuis 2 ans, cette jeune personne aventureuse faisait le plongeon de la mort dans toutes les fêtes nautiques, participait à toutes les courses, à tous les championnats et touchait des cachets de tous les organisateurs. Malheureusement, la curiosité publique se lasse trop vite. Les exhibitions devenaient plus rares et moins rémunératrices, malgré des qualités qu'accroissaient chaque saison. Aussi, Adolphe Tricard avait-il résolu de frapper un grand coup en faisant traverser la Manche à Zizi, qui ne doutait de rien et d'ailleurs s'en fiait à l'ingéniosité de son père. Le placier n'était pas de ceux qui hésitaient sur la qualité des moyens. Il lui paraissait bon dès l'instant qu'il lui assurait la réussite. Certain de n'être pas surveillé de trop près par des sportsmen que laissait sceptique la 100e tentative infructueuse de la saison, à 2 miles de la côte anglaise, il avait passé tout tranquillement une amarre à sa fille, qui se laissait porter. Au bout de son amarre, Zizi se laissait tirer. De temps en temps, elle prenait, au bout d'une petite fourchette, une banane ou un morceau de jambon. Mais bientôt, elle déclara qu'elle en avait assez, et avant que Tricard eût le temps de rien faire pour conjurer ce coup de tête, elle s'était hissée dans le bateau. Ici, le roman se fait volontiers moqueur. Les tentatives sportives, parce qu'elles tiennent de la recherche de l'exploit, sont tournées en ridicule. Et en relisant ce texte, ça me fait penser au concours de dessin qui était lancé par l'auto en 1924 et qui était intitulé « Comment voyez-vous Madame Mia ?» Assez étrange puisqu'en fait l'auto laisse quand même de la place à Alice Mia dans ses colonnes. Elle peut écrire sur le sport féminin dans l'auto et pour autant quand on voit les productions donc, qui sont publiées pour les dessins gagnants entre mai et juillet 1924 dans les pages du journal, tous ont clairement à voir avec la caricature. Alors que les discours sur le sport sont majoritairement produits par les hommes, vous l'aurez remarqué, y compris lorsqu'il s'agit d'évoquer donc la pratique au féminin, certaines sportives prennent la plume pour livrer leurs engagements, leur expérience, leurs combats et leurs victoires, parfois leurs doutes et leurs échecs. Qu'elles soient touche-à-tout ou spécialistes, qu'elles investissent la pratique dans une logique de distraction, de loisir ou de performance, elles traduisent cette appropriation de leur corps et ce plaisir physique intimement lié à la joie de vivre et au dépassement de soi. Certaines réclament un accès à la liberté par le sport, par leur corps. Écoutons plutôt Virginie Herriot qui, dans un très beau texte intitulé « La 9e Olympiade », se souvient de sa victoire en voile aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. La France, la Hollande,
la Suède ont chacune 2 premiers prix. Égalité. Aujourd'hui, journée décisive. Un de ces 3 bateaux doit sortir vainqueur. Une de ces 3 équipes doit prétendre, ce soir, au plus grand titre du monde, champion olympique. Heure d'angoisse, de lutte, et puis enfin la victoire, la gloire. J'étais si émue. Aux dernières manœuvres, mon cœur battait si fort. L'émotion faisait place à la joie qui se prépare dans l'orgueil. C'était si beau, si bon de voir l'aile, mon bateau, la France, victorieuse. Nous venions de virer la dernière bouée, avec une très belle avance. Nous étions premiers, oui, vainqueurs, lorsqu'à 100 mètres de l'arrivée d'un yacht allemand, un cri déchira l'air. « Vive Madame Herriot! Vive la France !» Ce fut un grand réveil, pour nous, éclatant, brutal. Les nerfs se descendirent, frémissant de joie, nous dépassâmes les pavillons. Et je vis, sur le bateau de guerre, un officier donner le top pour tirer le tout de canon. Victoire, victoire, victoire. Du grand bateau blanc qui suivait les Olympiques depuis 7 jours, avec de nombreux curieux amateurs et yachtmen, monta tout à coup la Marseillaise. Il est intéressant de voir une sportive ici consciente de la dimension nationale de sa victoire, fière de son hymne et de son drapeau. On est loin du modèle de la femme fragile qui doit limiter ses efforts et se contenter de pratiques d'éducation physique sans dimension performative. Cette indépendance, certaines la revendiquent, comme Martoulier. Née avec le siècle, cette intrépide sportive pratique l'équitation, le hockey ou encore le canoë. Mais elle se passionne surtout pour la navigation. À 25 ans, déjà remarquée pour ses travaux en archéologie, les annales politiques lui consacrent un portrait dans lequel elle ne manque pas de revendiquer l'indépendance des femmes de sa génération. Je cite. « On s'effraie hypocritement de notre goût de l'indépendance. Indépendance achetée d'ailleurs à la sueur de notre front. Il est vrai que celles qui pensent travaillent de plus en plus avec cette obstination souvent silencieuse qui est la force des femmes à leur liberté. Elles veulent que leur choix soit libre et qu'entre leur enfance et la maternité, elles aient le temps de se reconnaître, d'établir une personnalité, d'agir par elles-mêmes et que plus tard leurs fils, fiers d'elles, les considèrent comme des amis, non comme de pauvres petits êtres qu'il faut ménager. Que nous reprochent encore nos aînés? Notre avidité devant la vie? Alors qu'elles s'amusaient avec la plus parfaite insouciance avant la guerre, nous étions des enfants cloîtrés à l'école. Pendant la guerre, nous y étions encore. Nos jeudis ne connaissaient aucune récréation. Et, bien avant l'âge auquel conviennent les responsabilités, on nous répétait déjà qu'il faudrait remplacer les hommes et que la vie, pour nous, serait dure. Pourquoi se plaindre alors de notre garçonnisme si nous avons été contraintes à nous faire une âme virile? Si peu de sportives ont embrassé la destinée du militantisme féministe, fort est de constater que par leurs exemples, par leurs prouesses, elles ont ouvert la porte des stades à celles qui suivaient. Elles participent à mettre le feu au code traditionnel qui envisage la femme comme sexe faible. Et pour autant, au même moment, persiste et se trouve renforcé le modèle traditionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'ai choisi une approche chronologique, force est de constater que les 2 modèles de sportifs se superposent parfois. Dans les années 20, la figure de la sportive apparaît comme une femme émancipée dans des textes qui se veulent pyrogènes, mais aussi dans les illustrations, notamment les affiches, qui vont insister sur la modernité des nouvelles silhouettes. Mais au même moment, d'autres voix exploitent ce nouveau personnage sans volonté de remettre en cause un ordre de genre. À partir des années 30, ces dernières sont encore plus nombreuses à se faire entendre. Rien de surprenant au regard de l'histoire politique et de l'histoire des femmes. Nous commencerons par nous arrêter sur le roman Sportive de Marthe Berthom, publié en 1925. L'engagement de Marthe Berthom dans le monde sportif est à souligner. Elle est notamment médecin et présidente de la Ruche sportive féminine. Le but de cette association est, je cite, de réunir tous les éléments féminins
désirant acquérir et conserver force et santé par la pratique des exercices physiques et des sports. Acquérir et conserver force et santé. Il n'est pas question de performance. Dans son roman, Marthe Berthom met en scène la Société des Amazones, un club sportif féminin. Le roman valorise la mesure de l'éducation physique et tend à condamner les excès du sport, s'inscrivant dans la lignée des valeurs de l'association qu'elle préside. Ainsi, une des sportives du roman, Lucette, alors qu'elle vient de remporter le titre de championne de Paris en cross-country, meurt des suites de l'effort. En épilogue, Herviane, qui est le personnage principal, elle a compris qu'il fallait se limiter, est devenue mère d'une petite fille. Et elle conclut, c'est la fin du roman, je cite, « La culture physique ne présente que des avantages. Ma petite fille en bénéficie déjà. Mais je lui épargnerai plus tard les luttes athlétiques. Je craindrais trop d'épuiser ses forces en excitant sa vanité. » Autre romancière, Berthe Bernage, que certains connaissent peut-être, elle est connue pour sa série des Brigitte. Les volumes de Brigitte sont publiés ou réédités dans la collection Bibliothèque de ma fille de Gauthier Langros, appartenant à la mouvance chrétienne de l'édition. Donc un éditeur catholique qui crée une collection spécifique pour les jeunes filles. Vous voyez où ça peut nous mener. Cette série, au personnage éponyme, est un véritable succès éditorial. Brigitte jeune fille paraît d'abord en feuilleton dans les Veillées des Chaumières en 1925, avant d'être rééditée en fascicule. Dès 1926, l'auteur propose un nouveau volume de Brigitte jeune femme. La série s'étoffe rapidement et se poursuit jusqu'en 1972, ne comptant pas moins de 32 livres. J'ai même vu qu'ils étaient édités encore jusqu'en 2004. Or, dès les premières pages du roman, Brigitte affiche une identité sportive. Elle est, je cite, cette jeune fille qui court après les balles, roule à bicyclette et canotte et nage et aime à se dorer au soleil comme un fruit. Dans le premier volume, 2 chapitres sont d'ailleurs explicitement dédiés au sport. Brigitte au tennis et Brigitte au bain de mer. Huguette, la garçonne, sert de contre-modèle. Elle cristallise tous les excès, y compris dans le domaine sportif. À l'inverse, Brigitte reste une jeune fille sage et obéissante, même quand il s'agit de sport, car elle doit servir de modèle à ses jeunes lectrices. Je n'en ai pas parlé, j'ai pas mis d'image, mais en fait, il faut savoir que Berthe Bernage, au même moment, elle édite des manuels de savoir-vivre, et qu'on a l'impression, finalement, que pour toucher un maximum de lectrices, elle réédite, sous forme romanesque, les prescriptions qu'elle met dans ses manuels de savoir-vivre. Ça lui permet de démultiplier le nombre de ses lectrices. Certains textes vont jusqu'à appréhender le sport dans des perspectives eugénistes. Les romans invitent alors leurs personnages à pénétrer sur les terrains de sport dans un but affiché de régénérescence de la race. Les figures féminines se voient accorder une attention toute particulière, car, vous vous en doutez, par leur fonction reproductrice, elles apparaissent comme les garantes de l'état sanitaire du pays. En 1930, l'intrigue du stade aux 100 portes d'André Cazenave tente ainsi de démontrer l'impératif de la démocratisation du sport. En ouvrant grandes les portes du stade, les protagonistes estiment que se trouve servie la santé publique et que se voit assurer, je cite, la valeur physiologique de la race. Aussi, Jackie et Jean, les protagonistes, en figure tutélaire, s'emploient à régénérer les vies en perdition et à soigner le peuple. En ouvrant le stade à tous, ils assurent le commencement de tout. Les enjeux hygiénistes du sport sont sérieusement ravivés sous Vichy. La politique nataliste et l'idéal même de la Révolution nationale, qui fait l'apologie du travail, de la famille et de la patrie, assure un durcissement autour des valeurs traditionnelles et place la mère au centre du système. La dénatalité est posée comme cause du déclin et de la défaite de la France. La politique nataliste se fait incitative. Les allocations familiales et la célébration de la fête des mères assurée en grande pompe par le gouvernement sont autant d'indices qui invitent à considérer la famille comme le pilier de la reconstruction sociale et politique de la France. Les discours familialistes du maréchal Pétain sont accompagnés d'une répression toujours plus accrue. Pour rappel, la loi du 14 septembre 1941 range l'avortement du côté des infractions de nature à nuire à l'unité nationale, à l'État et au peuple français.
Comme si cette première mesure n'était pas suffisante, la loi du 15 février 1942 définit à son tour l'avortement comme un crime contre la sûreté de l'État. Dans ce contexte, l'État marque un intérêt particulier pour la sportive. Le Commissariat général au sport institue par exemple une fête de la sportive en 1942 qui s'inscrit de toute évidence dans le programme nataliste du gouvernement. Et là, je me tais, je vais vous laisser regarder cette affiche qui, à mon avis, est extrêmement parlante. Regardez bien l'ombre pour ceux qui n'auraient pas les lunettes sur les yeux. En 4 ans, la population sportive féminine double. En 1939, elles sont 14 000. En 1943, elles sont plus de 26 000. Des images du film de Leni Riefenstahl, donc sur les Jeux Olympiques de 1936, sont diffusées dès l'été 1937, lors de l'exposition universelle de Paris. Puis le film sort dans la capitale française le 1er juillet 1938 sous le titre « Les dieux du stade ». Le prologue a été tourné dans le temple de Zeus à Olympie, où est allumée la torche olympique, qui, relayée par des coureurs, arrive jusqu'au stade de Berlin. La statuaire antique sert de modèle à la définition des dieux, mais aussi des déesses du stade. La nudité, parce qu'elle rappelle les marbres antiques, se défait ici de toute charge érotique. Elle revêt une dimension symbolique et idéologique forte. Comme le remarque Jean-Marc Huitorel, à nouveau, c'est sur les vertus supposées du sport que les États et les idéologies, entre les deux guerres, vont compter pour fasciser les masses. L'art servant alors de vecteur à des représentations idéologisées des sportifs et des sportives. Inévitablement, les discours politiques pèsent dans l'écriture de la sportive. La littérature moraliste, conforme au discours ambiant, s'emploie à conforter la jeune fille dans une situation d'attente. Cette dernière, même lorsqu'elle fréquente les stades ou les bassins de natation, espère l'homme qui la justifiera. Elle rêve de mariage, signe d'accomplissement de son destin social et promesse de ses futures grossesses. C'est le cas dans le roman de Marie-Thérèse Ékiem, Jeune fille au soleil, qui paraît aux éditions de Noël en 1946. Pour rappel, en juillet 1942, Marie-Thérèse Ékiem est à l'origine de la fête de la sportive dont vous avez vu l'affiche. Marie-Thérèse Ékiem se veut rassurante dans un essai qui s'intitule « La femme et le sport ». Les détracteurs du sport féminin lui reprochent d'éloigner les femmes de leur foyer, voire de les détourner de la chose maternelle. La critique est pour elle sans fondement. Et elle va justifier sa démonstration en rapportant dans son essai les statistiques de la Fédération française d'athlétisme concernant la maternité des licenciés. D'ailleurs, si dans les romans les sportives sont de jeunes filles sans enfants, leur âge explique et justifie leur situation sociale. D'un point de vue narratif, la sportive s'efface le plus souvent devant la mère. À la même période, Berthe Bernage poursuit sa série des Brigitte avec des titres qui parlent d'eux-mêmes, à l'exemple de Brigitte, femme de France, publiée en 1939. Or, comme le rappelle Colette Cognier, je cite, « Durant la période de Vichy, des antiféministes s'affirment féministes. Dans la très populaire série des Brigitte, l'héroïne proclame qu'être féministe, c'est accomplir le plus beau métier de femme et de maman. » Autant dire que la définition ne résiste pas au temps. Vous l'aurez compris, l'enjeu était pour moi ce soir de rendre audibles les textes qui ont accompagné l'émergence des sportives, mais aussi de donner à voir les représentations picturales et iconographiques qui s'en sont inspirées. Le corpus, tant d'images que de textes que je vous ai présentés, a tenté de questionner la diversité des représentations qui accompagnent la naissance du sport au féminin, des premières femmes de sport aux véritables sportives. Au niveau des textes, j'ai tenté de donner à entendre la diversité des genres, du traité de médecine au manuel de savoir-vivre, des romans au témoignage, qui s'intéressent à la sportive. Il s'agissait pour moi de mettre en lumière les représentations que la sportive génère. En plongeant dans les collections de Gallica, j'ai tenté de faire entrer en résonance iconographie et texte pour souligner que ces représentations partageaient un univers culturel commun, que les propositions tant littéraires qu'iconographiques, photographiques,
ou artistiques pouvaient se lire en écho, soit qu'elles s'opposent, soit qu'elles se nourrissent les unes les autres. Je vous prie d'avance d'excuser les silences de mon travail. J'étais limitée dans le temps, je suis quasiment dans les clous. Et donc, j'ai dû opérer des choix pour pouvoir brosser un panorama significatif. Je vous invite à consulter le site de Gallica, qui est vraiment bien fait. Il n'était pas aussi riche quand j'ai soutenu ma thèse. Beaucoup de textes dont j'ai parlé sont aujourd'hui numérisés, d'iconographie peuvent être trouvés. Il y a le blog de Gallica qui accorde aussi une place à la sportive. Je vous remercie pour votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.